nous vous retrouvons aujourd'hui pour la troisième fois en 2 mois pour le magazine Nexus. On vous connaît comme le fondateur de l'association Réaction 19, une plateforme juridique incontournable qui défend nos libertés contre les mesures liberticides actuelles et à venir, à savoir passeport sanitaire, fichage médical, reconnaissance faciale, entre autres. Vous avez déposé une plainte contre X le 16 décembre 2020 avec aujourd'hui plus de 10 000 Français qui vous ont rejoint dans ce combat, pour entre autres mise en danger de la vie d'autrui. On voulait savoir, avant d'aller plus loin sur l'actualité du moment, où en est cette plainte aujourd'hui? Cette plainte est une plainte très importante parce que la question des vaccins est un carrefour. Est un carrefour à plusieurs niveaux. Est un carrefour dans le cadre de ce qui est le combat pour la liberté, parce qu'on peut avoir la liberté d'accepter un médicament ou de le refuser, et là aussi c'est un problème déjà la manière dont on veut faire passer les choses. Est un carrefour en ce qui concerne aussi la capacité dans notre système de savoir, je dirais, refuser ce qui peut engendrer un trouble, pas simplement au moment où ce médicament peut être appliqué, mais dans les années à venir, parce que nous n'avons pas la maîtrise. Je parle de l'ARN messager. C'est quelque chose dont nous n'avons pas la maîtrise en matière vaccinale. Et troisième élément, c'est un carrefour important de rencontres, pas simplement des Français avec la médecine et les médicaments et le point du vaccin, mais c'est une rencontre internationale, dans le sens que le dépôt de cette plainte a aussi ouvert la porte à d'autres contacts avec d'autres pays qui sont venus chercher la plainte, qui sont venus chercher ce que nous avons fait, parce que la chose qui est assez quand même incroyable, c'est que ces Réaction 19, le travail que nous avons fait pour déposer cette plainte, et c'est la seule plainte déposée dans le monde au moment où nous parlons. C'est quand même extraordinaire de voir des gens de partout qui décrient, qui s'érigent, disons, intellectuellement contre cette plainte, et les seuls qui ont concrétisé quelque chose sur un plan juridique faisant obstacle à ce qui est une violation scandaleuse du serment d'Hippocrate. Parce que moi, je ne fais que traduire en droit ce que nous trouvons dans notre système juridique. Le serment d'Hippocrate, c'est avant tout de soigner les gens, et aussi de les éclairer, de leur apporter le maximum d'informations, mais surtout de prendre en compte aussi les risques. Et aujourd'hui, nous sommes en train de subir d'une manière vraiment structurée de la part d'une machine de guerre qui a été mise en route, qui tente de broyer les Français, où au stade où nous sommes dans une violation totale des règles qui régissent le système. Je parle du serment d'Hippocrate pour la médecine, après, qui se configure dans les règles de droit, c'est-à-dire la mise sur le marché d'un médicament. Quel médicament? Est-ce que la connaissance scientifique, les données acquises, nous les avons pour savoir que nous pouvons être, entre guillemets, vaccinés, parce que le mot vaccin, c'est avant tout d'avoir un médicament qui peut être thérapeutique ou prophylactique ou d'anticipation par rapport à ce qui va être une défense virale et empêcher aussi une transmission. Or, les deux éléments essentiels d'un vaccin, nous ne le trouvons pas. Maintenant, j'ai écouté encore ce jour-ci, on continue à dire « Ah oui, mais ça permet aux personnes les plus fragiles d'empêcher l'aggravation. » Donc, ce n'est pas un vaccin. Si aujourd'hui, le seul effet important, donc, c'est un médicament. En réalité, on est encore au stade, est-ce que l'hydroxychloroquine, oui ou non? Est-ce que remdesivir, oui ou non? Et on nous a vendu un vaccin pour dire là, c'est du bon, mais en réalité, ça ne l'est pas. Et quand on dit tout le monde est d'accord, il faut lire chaque commentaire et voir aussi qu'il y a des manœuvres médiatiques. Je ne sais pas pour quelle raison certaines personnes s'érigent en prescripteurs alors que ceci relève de la médecine. Pour moi, quand des sportifs de haut niveau se réunissent en disant « faites-vous vacciner », à quel titre vous le conseillez? Vous connaissez le médicament? Vous connaissez les effets du médicament? Avez-vous fait des analyses microscopiques? Vous en savez plus que moi et les médecins pour que vous puissiez vous ériger au lieu et place de celles et ceux qui sont médecins, qui expriment des doutes. Alors là, nous avons des personnes qui ne sont pas médecins, qui n'ont pas de titre, qui ne sont pas des pharmaciens, parce qu'on pourrait même appeler exercice légal de la pharmacie, que vous mettiez à conseiller. C'est pour ça que, en complément de la plainte, il y a la fameuse déclaration de responsabilité, qu'aujourd'hui a été aussi utilisée au Québec pour dire au Premier ministre québécois, attention, tu conseilles les vaccins et tout près
est-ce que tu es prêt à assumer la responsabilité personnelle, indépendante de ta protection politique, du conseil que tu donnes? Donc, même, on voit quand même que ce que nous faisons aujourd'hui est récupéré, transmis, la plainte a été traduite en plusieurs langues, ce que nous faisons. Et aujourd'hui, nous recevons plein de remontées d'infos de personnes qui sont présentées chez le médecin en disant « Vous me conseillez de me vacciner? D'accord, mais vous pouvez me signer ce papier ?» Ah non, je ne vous signerai pas. À ce jour, nous n'avons aucune signature. Et il y a même des membres du Conseil d'ordre, qui se sont le Conseil d'ordre des médecins, qui a écrit en disant ne croyez pas à ce qu'écrit Broussard, ne croyez pas. Mais attendez, c'est quoi? Rien du tout. Moi, je ne suis pas en train de faire de documents officiels. J'ai le droit, dans le cadre d'une consultation juridique de mes adhérents, de leur dire voilà ce que je préconise. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que c'est pour ça que l'État a fait passer récemment la déresponsabilisation des médecins quant à la... Ouais, mais c'est une déresponsabilisation qui concerne le problème que l'on connaît très bien. La déresponsabilisation n'est jamais pénale, elle est civile. Nous avons un fonds d'indemnisation qui a été créé, et notamment quand il y a eu l'affaire du sang contaminé, c'est là qu'effectivement on a vu que pour sauver la responsabilité civile personnelle de M. Fabius, qui est le président du Conseil constitutionnel, je me permets de le rappeler, afin que l'on voit quand même les personnages, c'était lui qui avait quand même les cartes en main de l'affaire du sang contaminé, et c'est pour cette raison que voir juger aujourd'hui, en tant que président du Conseil constitutionnel, les dispositions légales dans le cadre de la Covid-19, c'est quelque chose même on pourrait quasiment le retirer comme une sorte de conflit d'intérêts. Donc, quand il s'agit de responsabilité pénale, il n'y a personne qui peut atténuer, sauf s'il y avait aujourd'hui une loi votée et acceptée dans le cadre du système juridique de nature à exclure toute responsabilité pénale, ce qui n'est pas le cas. Donc, quoi qu'il en soit, au moment où nous parlons, tous les prescripteurs, celles et ceux, à tous les niveaux que ce soit, qui sont prescripteurs, il n'y en a pas un qui a osé signer l'engagement. Donc, ce qui atteste bien que je dirais aux Français, méfiez-vous. Parce que celui qui prescrit, qui vous conseille, s'il ne signe pas, et beaucoup de personnes ont dit, ben, effectivement, je suis sorti de mon médecin et je ne me suis pas. Et j'ai dit que je n'allais pas me faire vacciner parce qu'il n'était pas prêt à signer ce papier. Ce qui est extrêmement intéressant. Ça a un impact, oui, parce que j'ai entendu sur des médias tout à fait mainstream classiques qu'effectivement, il ne fallait pas apporter d'attestation aux médecins. Oui, mais ils font cela. Voilà, mais moi, je suis très, très, très heureux de voir que nous sommes un petit grain de sable qui casse les rouages, parce que je n'ai pas... J'ai été invité sur des plateaux, entre guillemets, de cette chaîne nationale. On ne sait même pas, je me demande pourquoi on m'a invité, parce que vu le bannissement dans lequel ceux qui ne sont pas d'accord avec la pension unique sont bannis, donc c'est pour ça que je vous remercie pour vous aussi, en tant que média, de me donner l'opportunité de répondre à des questions et de continuer à propager ces idées, parce que c'est sûr que quand vous entendez tous les jours, du matin au soir, dans tous les médias, que le vaccin, et on ouvre 700 points de vaccin, et ainsi de suite. Ah ben c'est clair que c'est ce qu'on appelle la propagande, hein, parce que je veux dire une chose, si vous mettez des images en noir et blanc, ça nous ramène à d'autres temps, hein, à d'autres temps qui sont bien sombres. Et on est très proche, parce que le langage utilisé, si vous ne respectez pas cela, vous verrez, vous allez être confiné. Ah oui, si tu ne respectes pas cela, tu iras dans un camp de concentration. Hein, il manque... Hein, ce sont des expressions et une manière de nous traiter qui est une manière infamante. Voilà. Est-ce que, par rapport à la coordination récente des médecins indépendants français et l'appel du 9 janvier à l'initiative de quelques médecins, dont le docteur Violaine Guérin, est-ce que vous-même vous avez eu des contacts avec ce collectif? Qu'est-ce que vous pensez de cette coordination de médecins qui appelle à une prescription libre des traitements? Donc il y a la fondatrice Violaine Guérin de Laissons les médecins prescrire, auquel appartient aussi le docteur Ménat, la participation aussi du collectif Réinfo Covid, qui essaie un petit peu de réinformer les gens sur les données véritables de cette épidémie. Est-ce que vous-même, en tant qu'avocat, vous vous êtes rapproché de ce collectif ou pas? Nous sommes en contact. Et il est clair que ma porte et notre porte, ma manière et mon cœur est ouvert à celles et ceux qui se battent pour la liberté. Moi, je n'ai jamais dit que les gens ne doivent pas se vacciner. J'ai dit simplement, je vous donne les outils pour réfléchir si ça vaut le coup. Moi, je le dis en tant qu'avocat parce que j'ai fait des syllogismes. Et si les médecins sur un plan médical disent « Attention, il y a danger », le collectif ne dit pas que les gens ne doivent pas se vacciner. Il dit simplement « Attention ».
Nous n'avons pas des données acquises de la science qui nous permettent de garantir. Donc laissons les médecins prescrire et laissons le libre consentement. Parce que c'est la clé de voûte. On n'est pas dans un pays où on impose des soins obligatoires à tout le monde, ce n'est plus un pays démocratique, c'est une dictature. Et je le dis et je le répète, c'est pour cette raison que si je devais me retrouver face à l'obligation, je quitterai ce pays. Parce que je n'aurai plus la possibilité de me battre, parce que je serai broyé, et je le quitterai, et je le dis, je le quitterai parce que de toute façon, je n'aurai aucune envie. Si les Français ont envie de vivre dans une dictature, si les Français ont envie d'un passeport sanitaire, si les Français ont envie de se faire broyer par le premier cercle et par la nomenclature, ils n'ont qu'à rester. Moi, je partirai. Et même certains diront certainement en écoutant cela, mais que Broussa se casse, il n'y a pas de problème, je partirai. Parce que j'aurais fait mon boulot, j'aurais tout tenté, mais je ne resterai pas dans un pays qui veut me prendre, qui veut m'enchaîner et qui veut me mettre une picouse. Je n'accepterai pas. Je veux vivre comme je veux décider de vivre comme je veux sur un plan médical, et je veux mourir comme je veux. Je suis gros, je fais partie des personnes à risque, mais j'ai envie de vivre comme je veux. J'ai envie d'assumer ce que je fais. Et même si ma vie va être raccourcie, je m'en fous parce que je veux vivre et mourir comme je veux. Parce que ça, c'est ma vie et je n'ai pas donné mon corps et mon cerveau à l'État. Je n'ai pas donné mon corps, mon cerveau à une dictature. Je n'ai pas donné mon corps et mon cerveau à une quelconque dictature sanitaire. Donc, j'irai chercher un petit endroit où je trouverai peut-être encore un morceau de liberté. Mais moi, cette vie-là, ici, avec ces gens-là, je ne la conduirai pas. Et justement, on en est effectivement rendu à des moments à ce point-là où on se dit de jour en jour, au fur et à mesure des semaines, on se dit est-ce que je vais peut-être pouvoir partir? Parce qu'on en est là en fait, là ça va, il y a une telle accélération des événements, des vaccinations obligatoires. Nous devons désobéir. Voilà. Nous devons désobéir. Parce que la désobéissance face à la dictature, l'oppression, elle existe dans notre Constitution, elle existe dans les droits de l'homme. Parce que là, nous sommes face à l'oppression, à des lois qui sont injustes, et nous devons devenir des Antigones, et nous avons le droit de l'être. Et ça, il faut que les Français le comprennent, et j'ai le droit de me battre, j'ai le droit d'exprimer ce que je ne partage pas de cette pensée unique, et je ne demande pas aux gens de prendre des armes, je dis simplement, combattez avec votre cerveau, combattez avec votre critique, combattez avec vos opinions, combattez en étant un sujet de droit et pas un objet. Soyez sujet de droit, soyez indépendant dans votre réflexion par rapport au pouvoir, soyez indépendant par rapport à ce qu'on vous débite tous les jours dans ce qu'on appelle les télévisions d'État qui sont détenues par les puissants hommes politiques, financiers qui dirigent réellement la France parce que c'est eux qui l'ont entre les mains et c'est eux qui participent à la débâcle dans laquelle nous sommes. Qu'est-ce que vous pensez de la mise en œuvre de la campagne de tests qui s'effectue actuellement dans les écoles? C'est un autre scandale. C'est un scandale. Parce que le test PCR, c'est un acte médical. Parce que le test PCR est un test qui est fait sur le corps de l'enfant. Et jusqu'à l'âge de 18 ans, les enfants sont sous la responsabilité et la protection des parents. Et c'est eux qui doivent pouvoir inventer leur santé. C'est inscrit dans la loi, c'est inscrit dans les principes, c'est inscrit dans la Convention des droits de l'enfant, et ce n'est pas à l'État de décider au lieu et place des parents en ce qui concerne. Le problème qui va se poser, c'est qu'ils seront capables de mettre en œuvre des actions pénales en disant « Vous empêchez le test PCR, donc vous portez atteinte à la santé de vos enfants parce qu'ils se placeront. » Et voilà le combat qui va être fait parce que malheureusement, on n'a pas construit un système juridique pour permettre les gens à se protéger. Parce que là, on voit la vérité, que quand on a vendu la France, l'Italie, les démocraties, nous sommes dans des pays démocratiques, nous avons le droit, la Covid-19 a mis en exergue quoi ? Que nous étions déjà dans une dictature et qu'en réalité, quand il s'agit d'aller devant la justice parce qu'il y a deux voisins qui se chamaillent, ça c'est le droit. Mais quand il s'agit d'aller devant la justice pour se battre, pour garantir ses propres droits face à l'État, nous ne sommes plus rien. Parce que ce fameux État que tout le monde réclamait, on réclamait d'État, que l'État s'occupe de nous, que l'État nous donne à manger, que l'État nous donne tout pour pouvoir tenir sans faire. On a voulu l'État. Et bien maintenant l'État dit, tu as voulu de moi et maintenant tu es parti de moi. S'appelle l'État hegelien,
Mais c'était la même chose que Marx avait construit hein, dans sa propre philosophie. L'État devait disparaître, mais à la fin, quand on a créé le communisme est devenu l'emprise de l'État sur l'individu. Donc, communisme marxiste ou conception hegelienne de l'État, les résultats le même. Toi, tu es un individu soumis au bon vouloir de l'État, donc tu dois la fermer. Et c'était la fameuse dialectique juridique. Est-ce que nous sommes propriétaires de notre corps ou nous ne sommes que des usufruitiers et que la nue-propriété, elle est entre les mains de l'État. C'était une grande question que nous faisions en termes juridiques, que peut-être, quand j'étais jeune étudiant, je ne comprenais pas très bien. Mais aujourd'hui, je la saisis dans toute sa portée. Parce qu'aujourd'hui, tel qu'on nous bassine, nous sommes des usufruitiers. Ça veut dire que nous avons l'usus et le fructus, mais nous n'avons pas la propriété. Comme des locataires de notre corps. Comme des locataires. La propriété, elle est ailleurs. Parce qu'eux, ils agissent comme si nous étions des objets et pas des sujets. Parce que le langage, c'est le langage des objets. Parce que les textes nous traitent comme des objets. Parce que nous sommes des objets entre les mains de ceux qui ont le pouvoir, qui aujourd'hui s'amusent, s'éclatent à nous diriger et à nous manipuler comme ils sont en train de le faire. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne croit que ces dispositions décrétales, ce sont des normes de droit. Les gens ont peur de l'amende, ont peur de sortir, ont peur de bouger, ont peur d'ouvrir un restaurant, ont peur d'ouvrir leur salle de gym. Les gens ont peur, mais de l'autre côté, on verse l'aumône pour qu'on puisse faire survivre, pour qu'on puisse survivre alors qu'on ne survit pas avec l'aumône. Vous verrez la catastrophe, le champ d'urine, mais ils s'en foutent, parce que le but n'est pas celui-là. Le but, c'est pas celui-là. Le but très simple, et qui aujourd'hui apparaît d'une manière très claire, c'est une modification radicale de notre société. Une société qui ne sera plus la même, ne sera plus la société des hommes, sera une société de la technologie, sera une société des technocrates qui avaient déjà commencé avec l'Europe et la manière de la gérer. Et du fait que l'Europe, au fond, personne ne se plaignait pas trop, et dit, mais qu'est-ce qu'on doit s'enquiquiner? Soyons des bons technocrates, dirigeons le pays comme ça, on les soumet, il suffit de mettre une sanction à 135 €, une deuxième plus et la troisième en bon délit, et vous verrez comme les gens vont respecter les dictats. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc les Français sont heureux de ça, moi non, jusqu'à quand j'aurai la force de me battre en espérant qu'un changement puisse arriver. Et je l'espère vivement au mois de mai 2022, mais s'il n'y aura pas de changement, ça sera la dernière étape de ma présence ici, et je quitterai ce pays. Donc hier soir, quand on nous annonce plus de 300 000 tests dans les écoles et que ça commence en fait dès ce matin... Mais parce que à travers ça, ça ne donne pas autant de réagir. Là, j'ai reçu il y a plein de questions. J'ai fait une vidéo tout à l'heure, une émission. Et bien, dans le cadre de cette émission, la discussion sera très simple. Est-ce que tu dois faire un test? Ça a été dit, on nous sait hier, et déjà mis. On n'a même pas le temps, Donc, les gens ne sont informés que par ce qui est dit par M. Véran, par M. Castex, et qui est répété à longueur de journée dans toutes les chaînes et toutes les radios, détenus par tous les grands maniaques qui sont cul et chemise avec le pouvoir, c'est-à-dire les Xavier Niel, les Bernard Arnault, les Bolloré, et ainsi de suite. Et les Drahi, parce qu'il ne faut surtout pas l'oublier, celui-là. Donc ce qui veut dire qu'hier, il y a des parents qui ont entendu qu'il allait avoir ces tests, et ce soir, ils vont récupérer leurs enfants. Les enfants ont déjà été testés. Le problème, attention, si les enfants ont été testés sans l'accord de parents, il peut être déposé une plainte. Voilà. Parce que à ça, on va en parler. Ça, c'est clair. Il faut rebondir sur ça, parce qu'aujourd'hui, le test PCR est un acte médical. C'est un acte qui porte atteinte au physique, parce qu'on teste en me faisant pénétrer à l'intérieur du lit. Donc, automatiquement, nous sommes dans un acte médical, nous sommes dans un acte qui touche le corps de l'enfant. Donc, c'est une atteinte corporelle. Et l'atteinte corporelle sur un enfant, il n'y a que les parents. Et encore, on pourrait se poser la question si, pourrait pas, même l'intervention d'un juge à tel point. Non, mais ce n'est pas le cas. Mais les parents ont la maîtrise jusqu'à la majorité de l'enfant. Après, vous savez très bien ce que l'État peut faire. Ils peuvent tout décider. Aujourd'hui, rien ne m'étonne guère de ce qui est en train de se passer dans ce pays. C'est illégal. Bien sûr que c'est illégal. Je n'ai même pas pris le temps, je réponds dans l'émission et sur le site sera bien écrit et je rappellerai les dispositions en ce qui concerne l'acte médical et l'acte PCR. Donc les parents aujourd'hui qui refuseraient ce test sur leurs enfants, vous leur conseillez quoi dans l'immédiat? De le notifier par écrit. Et par lettre recommandée, pour raison très simple, parce que quoi qu'il en soit, je ferai un rappel des textes de loi par rapport à ce qui est le pouvoir des parents sur l'enfant et que personne, sauf
je le rappelle, qu'il y a, en cas d'urgence, un enfant tombe dans la cour, il se scratche, on n'a pas le temps de former les parents, on intervient, on le soigne, etc. C'est normal, mais ça, on est dans le cadre général de l'intervention d'urgence. Quand il y a urgence, même sur un adulte, on ne peut pas recueillir le consentement. Ça serait même non-assistance à personne en péril si on n'adopte pas cela. Mais quand on parle de situation normale, il faut recueillir le consentement, parce que le test PCR, si vous arrivez dans un pays où on vous impose un test et vous ne voulez pas le faire, vous reprenez votre avion, vous rentrez. Personne ne peut vous prendre et vous l'imposer et vous mettre une tige dans le nez. Donc, tout simplement, on revient à un acte médical. C'est un acte qui est fait sous le corps. Comme quand on accepte un vaccin, on accepte la piqûre qui va avec, qui est celle qu'utilisée pour injecter le fameux médicament ARN messager. La tige dans le nez, c'est une atteinte au corps. On peut mettre une lame d'un poignard dans le nez, comme on peut mettre une tige. Les deux, c'est la même chose, c'est une atteinte corporelle. Accepter n'est pas une infraction, non accepter, c'est une infraction. Et surtout que dans la foulée, aujourd'hui, du coup, on est passé à la vitesse au-dessus et on nous dit que ce qui va venir dans les semaines qui suivent, ça va être non plus des tests PCR quand ils en auront terminé des tests dans les écoles, mais des vaccins à l'école. Bien sûr. Mais là aussi, il n'y a pas de prescription vaccinale légale en ce qui concerne l'ARN messager de BioNTech Pfizer. Si cela est fait dans le chantage et dans l'extorsion de consentement. Donc tout ça est illégal. Tout ça, c'est une totale illégalité. Et il n'y a jamais eu de vaccins qui n'ont jamais été effectués au sein des écoles à aucune époque de l'histoire. Jamais. Jamais. Le texte de loi qui a été voté en 2017, intervenu le 1er janvier, ce sont les 11 vaccins dans lesquels on pourrait même discuter. Moi, je vous parle maintenant, on n'est pas là pour évaluer cela. Ce sont les textes, ce sont les vaccins qui sont faits aux enfants jusqu'à l'âge de 3 ans parce qu'il y a eu une sorte d'unanimité, pas d'unanimité, mais de concertation globale que ces vaccins-là étaient utiles. Maintenant, moi, je ne suis pas saisi de cela en l'état. Après, on pourra en discuter. Mes enfants ont été vaccinés. Sinon, ils ne pouvaient pas accéder à l'école. Parce que là, on est dans le cadre d'une obligation légale qui a été approuvée par le Conseil constitutionnel. Donc, automatiquement, vous avez un texte de loi et pas un texte décrétal. Ce n'est pas un décret. C'est quoi la différence ? La différence, c'est que quand vous avez une loi, le législateur qui vote quelque chose sur l'état de santé, quelque chose de santé publique, mais décidé par le législateur, qui est celui qui a été élu démocratiquement. C'est que normalement, c'est pour ça qu'on accepte une loi parce que la loi est votée par le Parlement. Or, une loi est votée par le Parlement quand un vrai Parlement démocratique. Mais les parlements d'aujourd'hui, quand vous voyez la République en marche qui détient la majorité au Parlement français, ça fait rigoler les poules. Ça veut dire tout simplement que c'est une majorité que l'on sait très bien. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas majoritaires dans le pays. Mais c'est eux qui décident. Donc c'est pour ça que même aujourd'hui, qu'un texte soit voté par le Parlement ou soit décidé par décret, on sait très bien que de toute façon, ce n'est pas du tout quelque chose de démocratique. Parce qu'on voit très bien que le Parlement, en plus le Parlement, outre abandonner ses prérogatives dans les lois qui concernent la liberté, c'est celui qui statue les lois les plus répressives. C'est-à-dire que la loi sécurité globale, c'est des lois. Il avait voté la loi Avia que le Conseil constitutionnel, quand ils ont envoyé, ils ont dit à Fabius, s'il te plaît, casse la loi dans toutes ces dispositions pour éviter que nous puissions passer pour des cons parce que les Français étaient prêts à faire sauter même les verrous de la République. Bon voilà. Donc c'est pour ça qu'on est dans l'absurdie juridique. Mais nous qui pratiquons, le problème que moi je m'attendais à beaucoup de confrères, à beaucoup de juristes qui réagissent, etc. Mais là aussi, on est dans la pensée unique, on est dans la platitude la plus absolue. Alors on écrit un article, les lois liberticides, mais on le fait quasiment en cachette dans l'entre-nous, parce que c'est se poser, c'est dire, oh là là, si après je ne suis pas élu membre du Conseil de l'ordre, si un jour je veux devenir bâtonnier, ou là que... Non, alors donc on la ferme, de toute façon, on est bien dans son confort, hein. Quand on est bien dans son confort, pas trop penser, je mange assez, je pars en vacances, je ne dois pas m'enquiquiner, qu'est-ce que je veux m'emmerder avec l'État, le gouvernement et les ordres. Et encore aujourd'hui, c'est le cas où vous vous sentez insuffisamment soutenu par vos confrères ? Suffisamment soutenu, parfois critiqué par mes confrères. C'est-à-dire que c'est plus au lieu de... Après, c'est des questions parfois de vision politique. Mais je peux vous dire qu'entre tous les courriers que je reçois, même d'enfants, qui théoriquement ne devaient pas comprendre beaucoup en droit, mais qui m'écrivent « merci pour toute l'aide que tu nous apportes », etc.
je peux vous dire que je n'ai pas beaucoup de mails ou de courriels de la part de mes confrères. Certains, ils étaient même capables de m'insulter que j'aurais fait ça parce que comme ça, je puisse être connu, reconnu, alors que je n'ai pas besoin de ça. Je crois que j'étais déjà connu, reconnu bien avant pour tous les clients de prestige que j'ai. Et surtout que financièrement parlant, ce n'est pas de l'argent qui rentre dans mon cabinet, mais c'est de l'argent qui rentre dans une association qui n'a rien à voir avec mon cabinet. Et moi, personnellement, à ce jour, je n'ai pas pris un euro, et je le répète encore, parce que de toute façon, il y a une comptabilité. S'il y a un expert comptable ou même le fils qui verrait, il verra les choses. De toute façon, on est dans un système de répression. Si je devais toucher aujourd'hui un euro à titre personnel, je peux vous dire une chose, que je prendrais le risque. Et de toute façon, les associations qui se créent sont contrôlées au bout de 3 ans exprès pour constater qu'il ne puisse pas avoir des abus et que personne ne puisse être attaqué au pénal s'il devait y avoir un quelconque abus d'un euro d'une association. Donc de la même manière que finalement les collectifs des médecins ont réussi à faire fi de leur parti politique et autres, c'est pas possible d'imaginer qu'il y ait aujourd'hui un collectif d'avocats qui se mette en place. Il y a des collectifs, mais c'est des collectifs entre nous. Mais non, avec moi, ça sera très difficile. Vous savez pourquoi, en plus, dans le milieu des avocats, c'est un milieu de gens extrêmement jaloux. D'abord, chacun se croit être le plus grand avocat. Donc, quand vous parlez avec quelqu'un, c'est toujours le plus grand avocat de Paris, le plus grand avocat de Nice, etc. Donc, il y a déjà ça. Les avocats sont jaloux. Parce qu'on fait un métier qui est un métier un peu de noblesse de robe, donc quelqu'un qui est plus connu, il dit voilà, tout ça, tout ça. Donc la jalousie, mais la jalousie, on la trouve dans tous les corps de métier. Il y a les députés qui sont jaloux entre eux, les sénateurs aussi, les médecins entre eux, donc c'est comme ça. Mais c'est parce que peut-être l'homme est envieux de la réussite de l'autre. Et puis sincèrement, les avocats, même s'ils se sont battus dans le passé, ils sont battus souvent pour leur propre cause, mais les avocats n'ont pas trop tendance à se battre pour des causes des autres. Ils le font dans le cadre de leur métier, mais ça suffit. Ça suffit parce qu'après, l'avocat a toujours l'aspiration un peu politique. Alors, aller contre le pouvoir en place, c'est se mettre dans une position de danger. Alors, vaut mieux éviter de trop sortir. Moi, personnellement, je m'en fous réellement, parce que je ne confonds pas mon métier d'avocat et ma position de président de Réaction 19. Et en tant que président de Réaction 19, je me bats pour mes adhérents, pour ceux que je représente dans le cadre de l'association. Et dans le cadre de mon métier d'avocat, je continue mes dossiers, je continue à défendre les intérêts de mes clients en déconnectant les choses. Après, il y a des moments de carrefour et de confluence dans les choses. Mais aujourd'hui, quand je dis que je m'en fous, parce que je n'ai pas besoin d'être député, je ne peux pas l'être. Ni sénateur, je ne peux pas l'être. Ministre, je ne peux pas l'être. Président de la République non plus. Parce que je suis italien. Donc, en tant qu'Italien, je n'ai pas le droit d'accéder à certaines charges politiques. Donc, que les membres de mon association, sont bien rassurés, ils le savent déjà, et les autres qui se le mettent bien dans le crâne, effectivement, je n'ai aucun intérêt politique personnel. C'est ça. Voilà. Parce qu'il y a des liaisons quand même des connexions assez importantes avec le monde du droit et la politique et les intérêts politiques qui expliquent justement cette incapacité de pouvoir imaginer un collectif d'avocats tel que celui des médecins. Non, moi j'ai mes idées politiques qui sont à moi. Réaction 19 n'est pas un parti politique, c'est une association qui défend certaines valeurs et c'est dans ce cadre-là que nous sommes. Nous sommes liés avec personne et nous soutenons par contre, effectivement, tous les collectifs, toutes les structures, j'ai une estime sans limite pour le docteur Fouché, pour Mme Guérin, pour Mme Bonner, beaucoup, parce que toutes les personnes qui ont le courage d'utiliser leur propre pensée pour se battre contre la pensée unique me plaisent et j'ai envie de les soutenir à titre personnel et en tant qu'association, parce que là, il ne s'agit pas de politique, il s'agit de médecine, il s'agit d'éclairer, il s'agit d'informer, de donner tous les outils, exactement ce que nous faisons, chacun dans son domaine. Moi, je le fais dans le droit, le collectif de Mme Guérin dans le cadre de ce qu'est la médecine, et ce qui fait Louis Fouché, il le fait dans le cadre d'une relation qui est une relation qui va au-delà de la médecine, parce que Rien pour Covid est vraiment un collectif qui arrive à réunir des personnes provenant des différents bords, et c'est même un centre un peu, parce que Louis Fouché est un peu un philosophe, donc il y a beaucoup de philosophie. Et ça, c'est magnifique, parce qu'à la fin, je suis passionné, mais à la base, à la fin, il faut quand même penser qu'il y a l'homme et l'amour dans tout ça. On vient sur Terre pas pour une guerre, on est en train de nous faire vivre une guerre. Et moi, j'ai envie de retrouver la paix sociale, j'ai envie de retrouver la sérénité, j'ai envie de retrouver que les gens ne soient pas là, dans un cadre de guerre quotidienne, dans des clivages permanents. Ce n'est pas ça la vie.
La vie, c'est on nous met au monde pour vivre, aimer, travailler, faire l'amour, s'amuser, regarder des pièces de théâtre, aimer la nature. Tout ça est broyé aujourd'hui. Les gens me disent, maître, vous savez que j'arrive même plus à prendre du plaisir, à marcher dans la nature, parce qu'aujourd'hui, ma tête est tellement oppressée par ces questions permanentes sur la Covid que je vais faire une promenade dans la nature et je n'arrive pas à déconnecter. Je reviens. Et je me dis même, des fois, il y en a une qui m'a dit, je ne me souvenais même pas quand j'avais fait une promenade, parce que je suis toujours dedans, dans la Covid, dans la peur. Voilà. Pour finir, maître, on est aujourd'hui le 15 janvier. Quelles sont les prochaines étapes de votre association? La prochaine étape, c'est la plainte Remdesivir, qui est une plainte qui est terminée et qui sera déposée, mise en ligne, communiquée la semaine prochaine et déposée. Je pense que si je peux, je la mettrai en ligne même ce week-end, au maximum lundi, mais elle est achevée, je l'ai corrigée, le travail a été fait. Et ensuite, il y a du travail qui se fait aussi sur les problématiques posées par le PCR, parce que là aussi, outre le fait de les pratiquer, c'est déjà la valeur juridique, médicale et juridique du PCR, parce que je rappellerai qu'il n'y a pas qu'une décision, mais plusieurs décisions qui remettent en cause la fiabilité des tests PCR. Et surtout le fait d'une recherche à 35 ou 40 ou 50 comme on est en train de faire, alors que les tests n'ont pas été faits pour ça. Et celui qui les avait créés, d'ailleurs, il avait dit que c'était assez inutile, mais il est décédé. Donc là, on ne peut pas aller interroger à mort. Donc on a au moins la possibilité d'utiliser la science pour tenter de répondre à ces problématiques de recherche virale qui font que si vous avez une grippe il y a 3 ans, dans un test PCR, il y a confusion entre grippe il y a 3 ans et ce qui serait le virus. Parce qu'il y a quand même quelque chose de très étrange. Quand on prend le réseau Sentinelle, et on terminera sur ce point-là parce que c'est un point très important, le réseau Sentinelle de la première semaine du mois de janvier, il n'y a pas grand-chose. Si tous ces gens étaient malades, ben, il y a un seul patient qui a été hospitalisé à l'issue de sa consultation. 1 sur 96, 1%. Ça veut dire tout simplement que tout ce qui nous est vendu ne correspond pas à la réalité médicale. Le réseau Sentinelle, c'est le réseau quand même des médecins de France qui transmettent toutes leurs informations qui sont collectées. Et je rappellerai que le réseau Sentinelle, il n'est pas du tout rattaché à Rex 119, il est rattaché à l'INSERM. D'accord? Voilà. Donc, rien de plus officiel, comme nous avons l'habitude aussi de travailler. Voilà. Merci beaucoup, maître. Merci encore à vous. Et merci et une bonne année à tous vos abonnés, parce qu'ils le méritent aussi. Et que même si on continue de se répéter, c'est bien de le faire. Comme on peut dire, longue vie.